Bonjour, bienvenue dans un monde où on ne marche pas, on bute, on lutte et parfois on recule parce qu'on renonce, parce que ça ne tourne pas rond, parce qu'au moindre grain de sable, elle se bloque, la roue. La rampe est mal fichue, restent les escaliers. On aimerait bien les escaliers, mais en fauteuil, c'est compliqué. Quand ça n'est pas l'ascenseur qui est bondé, si, le vôtre, celui qui vous était réservé, pris d'assaut par tous ceux qui pouvaient prendre l'escalier, mais vous comprenez, ils sont pressés. Dans ce monde-là, c'est vous l'aveugle, mais ce sont les autres qui ne vous voient pas. C'est vous, le sourd, mais c'est votre voisin qui ne veut pas l'entendre. Il l'a pas fait exprès, c'est de la maladresse. C'est pas méchant, évidemment. Non, évidemment, c'est pas volontairement méchant, cette indifférence. Il ne faudrait plus qu'on jette des pierres, tiens. Allez, on va dire qu'au mieux, c'est un profond sentiment d'impuissance qui fait qu'on ferme les yeux, qu'on se bouche les oreilles devant cette fameuse différence. Et pourtant, ce monde-là, c'est le nôtre. 12 millions de personnes vivent aujourd'hui en situation de handicap en France, soit 18% d'entre nous. Alors imaginez que ces 18% un jour se révoltent, qu'ils cessent d'attendre sagement à la place qu'on leur a dévolue, qu'ils aillent le conquérir, cet autre monde-là, juste derrière la barrière invisible qui nous sépare d'eux. Imaginez que pour ça, ils descendent dans la rue, murent des salles de concert, appellent au boycott des lieux publics. Ça y est, vous y êtes ? Alors ce matin, bienvenue dans Handigang. France Inter. Dans quel monde on vit ? Julia Foyce. Dans quel monde on vit ? C'est le monde d'aujourd'hui, raconté par ceux qui le vivent, l'observent et puis le réinventent un petit peu aussi. Et pour nous glisser au cœur du handicap, mais alors un handicap révolté, furieux et surtout furieusement vivant, j'ai le plaisir d'accueillir la romancière Karazina. Bonjour. Bonjour. Dans votre livre Handigang, tout commence, l'engrenage ou l'enchaînement fatal, tout commence avec une prof un peu sadique qui empêche votre héros, Sam, élève de lycée en fauteuil, de passer un contrôle de maths parce qu'il est en retard. C'est la fois de trop, c'est ça, pour lui ? Ouais, je pense qu'en plus, elle n'est pas forcément sadique. Elle est, comme vous disiez dans l'intro, indifférente. C'est le grain de sable qui empêche son rouage de tourner correctement. Ça la dérange, ça bouleverse son quotidien. Elle n'a pas envie de s'embêter. Il est en retard, il bouleverse son cours. Alors pour lui, c'est la fois de trop. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'il décide de se venger. Il y a une chute un peu mystérieuse. Ouais, je crois qu'il y en a eu un peu et hop, avant. La prof de maths a pu. Et là, c'est la première anecdote racontée, mais je crois qu'on envisage qu'il y en ait eu avant. Après, le truc qui fomente vraiment la révolte et qui fait que les jeunes Andis s'organisent entre eux, c'est plus l'agression de son copain, qui est là pour le coup vraiment une agression volontaire sur une personne plus vulnérable que les autres et qui en plus a le culot d'être noir et qui en plus est militant et qui du coup se trouve au mauvais moment ou au mauvais endroit. Alors va se former autour de Sam un gang avec par exemple Kevin dont le père est sourd, Paul qui est aveugle, Emma qui est autiste et puis quelques autres. Qu'est-ce qu'ils veulent au fond ? Alors ils veulent pas tous la même chose, c'est ça qu'on découvre au fil du roman, c'est que ils ont un point commun qui les réunit, après il y a des divergences, parce qu'il y en a qui ils veulent tous plus de représentativité, plus de visibilité, plus d'accessibilité, ils veulent qu'on leur rende la vie plus facile, ce qui serait pas tellement difficile finalement si chacun y mettait un peu du sien. Après il y a des divergences parce que justement il y en a qui veulent ne pas se faire remarquer, qu'on les laisse tranquilles, qu'on arrête de les plaindre, de les prendre en pitié, de les laisser passer, Il y en a qui demandent plus d'invisibilité, il y en a qui demandent plus de visibilité. Ouais. C'est là où après c'est compliqué. Et c'est là où se fissure effectivement cette cellule, ce commando, cette bande, comme un petit peu dans tous les combats de toutes les minorités. Voilà. Tous ces courants-là sont de toute façon ça représentés. Reste un microcosme. Ouais. Alors cette réalité-là, que vivent vos héros et leurs familles, c'est une réalité que vous connaissez par cœur puisque votre fils est atteint de spina bifida, une malformation de la moelle épinière qui le rend paraplégique, c'est ça ? Il n'est pas vraiment paraplégique, il arrive à marcher un tout petit peu, moi, quand même. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Nicolas. Je vous en prie. Nicolas Houdet qui viendra nous voir tout à l'heure, oui. Mais vous avez le droit de vous croiser dans les couloirs et vous parler, vous savez. Il a la chance, lui, de pouvoir se déplacer quelquefois, ce qui le rend moins combatif, parce que je pense que parfois il oublie justement que d'autres n'ont pas la chance de pouvoir descendre du fauteuil quand le fauteuil passe pas, et de pas, lui, il y a plein de fois où on est obligé de descendre, de contourner, de plier le fauteuil pour passer, et du coup, des fois, il comprend pas que je m'énerve, alors que effectivement, je me dis que s'il pouvait pas du tout descendre, il serait vraiment très souvent bloqué. Vous dites je m'énerve, est-ce que c'est un ras-le-bol qui a déclenché l'écriture de ce deuxième roman ? Sachant que dans le premier Heureux les simples d'esprit, vous mettiez déjà en scène une maman et son fils handicapés. Oui, dans le premier, il y avait
plein de petits trucs autobiographiques et j'aurais aimé peut-être développer plus ce sujet-là. C'est pas ce qu'on a retenu le plus du premier, alors que c'était ce qui me tenait le plus à cœur. C'est pour ça que j'ai voulu faire le deuxième. Et le deuxième, en fait, il part d'un désir d'utopie. C'est une utopie, en fait. Et il part d'un espèce de rêve de monde idéal où j'ai pu justement envisager, quand mon fils était plus jeune, parce qu'il pouvait pas accéder à des activités physiques, il s'était tourné vers l'apprentissage du braille en colo parce qu'il pouvait pas faire les randonnées et qu'il y avait que cet atelier-là qu'il pouvait faire. Il était dans une école où il y avait des sourds, donc il s'est mis un peu la langue des signes. Et j'ai commencé à envisager un héros positif et multifacette comme ça, qui aurait tous les talents, qui regrouperait un peu toutes les langues du handicap, enfin qui lirait le braille, qui parlerait la langue des signes, qui un espèce de super héros. Et puis bon, là pour le coup c'était vraiment de la science-fiction, donc après j'ai décliné ça sur plusieurs personnages. En l'occurrence, Sam, c'est un héros positif, hein. Il est bon élève, charismatique, il a plein d'amis, il est drôle, il est courageux, c'est un chouette gars qui se demande entre autres si on peut coucher avec sa pote à travers lui. Et au-delà de son handicap, c'est un livre sur l'adolescence aussi que vous écrivez. Quel regard est-ce que vous portez sur cet âge-là de la vie ? Un peu de nostalgie, je pense un peu aussi j'ai peut-être un peu coincé sur l'adolescence des fois, je me dis. J'ai resté bloqué. Voilà, peut-être. Parce que je me vois pas vieillir et que je me reconnais bien. Enfin, je les trouve souvent sympathiques quand même, les ados. Moi, je travaille avec des petits, hein. Je suis institutrice en maternelle par ailleurs, j'ai des petits. Mais j'aime bien le contact des adolescents. Et c'est l'âge, effectivement, normalement, de la rébellion. Et alors, peut-être moins maintenant, malheureusement. C'est pour ça que ça reste une utopie. Peut-être que parfois, je les trouve pas assez engagés, militants. Et bon, il y en a quand même. Mais des fois, quand je traîne dans les centres culturels autogérés, c'est souvent plus des gens de mon âge ou 35 ans que des adolescents. Et ouais, j'aimerais bien qu'ils se réveillent un petit peu, qu'on ne vive pas dans le monde dans lequel on vit. Bah c'est bien parti parce que votre rage d'écrire est assez contagieuse, je dois le dire, Karazina. Votre humour aussi, parce qu'à vous lire, on s'étonne, on tombe de sa chaise, on rougit parfois, mais on rit beaucoup aussi. C'est comme une gifle, mais qui serait douce et joyeuse en même temps, vous voyez ? Super. Des fleurs et la tête chenue, il veille au fond des cœurs, le gardien des fleurs. Là, sous les cerisiers, au printemps, il demeure le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, sous la brume légère, les pas des promeneurs, les restes de l'hiver, le retour des fleurs. Ombre passagère, on sait d'ici d'ailleurs qu'il est feuille les pleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs. Le gardien des fleurs.
s'appelle Freda, elle s'appelle Frédérique d'Astrevigne, elle écrit, elle compose, elle interprète, elle réalise, arrange aussi avec son compagnon Pascal Parisot. Et ce gardien des fleurs, c'est la première des pépites musicales qui vont vous caresser l'oreille ce matin grâce à Elsa Béranger, notre programmatrice. Si c'est le clavier que vous voulez flatter, allez-y, écrivez-nous sur Twitter ou sur Instagram, c'est sur mon compte perso que ça se passe avec le hashtag Dans quel monde on vit. Par mail, une adresse à retenir, dansquelmondeonvit@radiofrance.com. Et ce monde dans lequel on vit ce matin, c'est celui de tous ceux pour qui la route n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler une autoroute 5 voies. On va l'emprunter avec Cara Zina en tournant les pages de son dernier roman, Andy Gang. Vous nous emmenez, Cara, avec vous dans ce qui fait le cœur de votre livre, mais de votre vie aussi. Avec d'abord cette photo que vous nous avez apportée ce matin. Dites-nous de quoi et de qui il s'agit, s'il vous plaît. Mon héros, Aaron Fotheringham, c'est un jeune qui est spina bifida aussi, qui est américain et qui fait des saltos arrière, des figures super impressionnantes. J'étais déjà fascinée par les skateurs quand j'étais jeune et lui fait des figures de skate sur des rampes de skate mais en fauteuil. Et donc il est complètement kamikaze, il s'est déjà pété les coudes. On voit des vidéos où il tombe. Il a un succès fou, il rampe pour remonter, il remonte. Ouais, il a un succès fou, des millions de vues sur YouTube. Il y a des sponsors qui arrivent, etc. Ben, ils sont pas nombreux à faire ça, ouais. Vous dites c'est mon héros. Est-ce que ça a pu être celui de votre fils, par exemple, comme c'est celui de votre personnage, Sam ? Ouais, j'ai mis beaucoup de moi en fait dans ce personnage de Sam, au moins autant que de trucs de mon fils en fait. Et par un moment, oui, ça l'a fasciné, mais après, lui pour le coup, il a pas ce truc du. Puis tant mieux, ceci dit, parce que je préfère le voir de loin. J'aimerais pas du tout être la mère d'Aaron Fotheringham qui doit faire frémir ses parents. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas la peine de s'en rajouter. Il a sur la photo, il est la tête en bas, en train de faire une figure. Il a un casque, mais il en a même pas toujours. Mais est-ce que c'est le genre de personnage qui vous porte quand il y a des moments, et on imagine plus de doute, à minima, de doute et ouais, parce qu'en plus, effectivement, il est beau, il est charismatique. Je trouve que ce serait vraiment bien, effectivement, qu'il soit plus médiatisé, comme l'ont été les Yamakasi ou qu'il y ait des mouvements comme ça avec des figures positives, des gens que même les gens valident en vie et à qui ils ont envie de ressembler. Je trouve que ce serait vraiment cool qu'il y ait plus de représentativité aussi à ce niveau-là, justement. Quand on vous a demandé pour notre immersion matinale de nous parler de sensations qui nous plongeraient instantanément dans ce monde-là, vous nous avez parlé de l'odeur de la bétadine et de l'absence de goût des plats d'hôpital. Ça vous fait encore frémir aujourd'hui quand vous y repensez ? Ouais, ça par contre, c'est vraiment pour le coup le mauvais côté du... Enfin, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais en tant que parent d'enfants qui a des problèmes de santé ou de handicap, c'est plus comme ça qu'on le vit. Moi, je ressens pas vraiment sa douleur, son mal-être ou son malaise ou ses difficultés à se déplacer. Je le ressens surtout dans l'accompagnement. Effectivement, ça a été le pire, ça, je dirais, je pense, pour moi en tout cas, toutes les opérations, toutes les hospitalisations. Et effectivement, cette espèce de redondance de l'enfermement, à un moment dans le livre, quand la mère du gamin se fait enfermer, je veux pas trop dévoiler l'histoire, mais à un moment elle est en garde à vue, elle dit que ça lui rappelle l'hôpital et c'est un peu dur parce que je sais que les gens font ce qu'ils peuvent à l'hôpital pour rendre le séjour agréable. Mais dans l'hôpital public, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'argent quand même. Et effectivement, on se retrouve devant des plateaux qu'on mange à même la barquette en plastique. Des fois, quand il est à l'isolement, parce qu'il peut être contagieux, c'est carrément poussé devant la porte. Enfin, ça fait carrément cellule de haute sécurité, des fois. Mais alors, d'où elle vous vient, cette force, cette énergie qu'on sent page après page dans le roman ? Ça sort d'où, ça ? Je pense qu'effectivement, du vécu, quand même... je pense que ça renforce. Il y a quand même un côté... Je pense que quand on est mère, on est obligé de s'adapter à tout ce que le gamin vit et c'est un truc qui transforme, qui renforce dans le bon sens, je pense. Je pense que j'aurais peut-être été effectivement beaucoup plus indolente et peut-être plus hermétique aux problèmes des autres si je l'avais pas vécu moi-même. Alors on a un skater fou, on a la bétadine, on a l'absence de goût des plats d'hôpital. Ça y est, on a bien le contraste de ce monde-là. Pour la fureur de vivre, bande son de votre immersion, on a ça. Sécurité, on est un peu, mais t'es cassé, son j'ai un fond, on est un foyer, on connaît, tu te le mérites.
Dites-nous, Karazina, de qui s'agit-il ? C'est les Stratroyers qui passent sur France Inter. Ça fait plaisir d'entendre ça sur une grosse radio. C'est un groupe que je faisais quand j'étais jeune et où on écrivait les textes ensemble avec Virginie Despentes et où en gros on essayait d'éveiller les consciences plus au niveau du féminisme, surtout dans ce morceau-là. Mais quelque part, le message qu'on adressait aux jeunes filles à cette époque, qui était rebellez-vous, arrêtez de raser les murs, relevez la tête, affirmez-vous, vous laissez pas piétiner, c'est vraiment le message qu'on peut adresser à toutes les minorités. Et c'est le message effectivement que j'aimerais adresser à mon fils en particulier, mais aussi aux jeunes. Et puis oui, à tous les invalides qui, je le découvre un petit peu depuis la sortie du bouquin, quand même parfois s'organisent et s'unissent, mais pas tant que ça. Mais comme il y a des filles pour dire effectivement je suis très bien dans ma cuisine et j'ai pas envie d'être plus représentée que ça, ou je pense que c'est pareil, des fois faudrait se dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait pas plus de gens aveugles, sourds, en fauteuil ou différents globalement, que ce soit dans les partis politiques, à la télé, enfin partout quoi. Alors cette capacité de rébellion ou d'insoumission que vous avez, cette façon de ne pas vous résigner, de ne pas accepter, c'est quelque chose qui vous vient de très très loin, puisque vous étiez punk avec Virginie Despentes. On parlait d'adolescence tout à l'heure. À quoi ressemblait la vôtre, à toutes les deux ? Révoltée, effectivement, déjà, ouais, je pense qu'on était pas spécialement nantis, pas spécialement brimés non plus, de famille de Français moyens. Enfin, moi, tout allait bien dans ma famille, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est plus... j'ai jamais été insensible à la misère environnante. Donc, se faire une crête quand on a 17 ans, c'est un peu aussi vivre ce que vivent les gens qui ressemblent pas aux autres. Sauf que nous, ce qui est facile, c'est qu'on peut la raser quand on veut et rentrer dans le rang. En revanche, le tatouage énorme et magnifique que vous avez sur l'épaule, vous pouvez pas l'enlever quand vous voulez. Non, mais c'est vrai que je l'ai réfléchi, assumé, et c'est plus facile quand même de mettre une veste et ça passe bien maintenant de toute façon. J'ai lu que quand Virginie Despentes et vous-même vous faisiez arrêter, elle se faisait plus facilement embarquer que vous et vous jetiez des voitures sur la voiture des flics pour vous faire embarquer avec elle, c'est vrai ça ? Des cailloux, ouais. Oui, parce que c'est beaucoup plus rigolo la galère à deux que tout seul. Ça, par contre, c'est vrai que ça arrête d'être drôle quand on se retrouve tout seul pour de bon. Mais nous, on était... oui, je pense que moi, c'est vrai que j'ai cette faculté quand même d'optimiser les choses, qui fait qu'effectivement, que ce soit même à l'hôpital, parfois c'était mal vécu par les infirmières qui me disaient mais vous oubliez où vous êtes quand je rigolais trop fort. Mais c'était tout petit déjà, un gamin, je me dis quand il arrive au monde, il sait pas comment ça doit se passer, donc ça lui paraît pas anormal finalement de passer 3 semaines à l'hôpital. Après, quand il y retourne, effectivement, lui faire croire que c'est comme si on était en vacances et que quand même on a des gens qui viennent nous voir, des films à regarder, des trucs. Ça peut passer cette capacité à transformer un peu les choses pour les rendre plus rigolotes. Je crois que je l'ai quand même toujours eu. Virginie Despentes, dans un article qu'elle écrit sur votre livre dans les Arocs, un article très justement élogieux, elle dit de vous que vous êtes un mariage entre un légionnaire forcené et une princesse de conte de fées. Vous avez un côté très bonhomme et elle dit que vous seriez presque l'incarnation de l'instinct maternel par ailleurs. Ça vous va bien ce côté un peu bibande ? C'est flatteur en tout cas, ouais, c'est sympa. Il était très sympa cet article. Mais oui, je pense que après, j'arrive pas à savoir si tout le monde a cette force en soi et que c'est naturel. Quand mon fils est né, j'ai des gens qui me disaient, je sais pas comment tu fais, je ne pourrais pas. Je disais bien sûr que si, tu pourrais, tout le monde pourrait. On va pas. Quand on est devant le fait accompli, on agit en conséquence. Après, évidemment, qu'il y a des gens qui assurent moins. Les relations mère-fils sont au cœur évidemment de votre écriture et de ce livre-là. Vous faites dire à Jenna, la maman de Sam, je crois que je pourrais être kleptomane, nympho ou folle dingue. Le fait d'avoir élevé seul et bien élevé un enfant handicapé m'idéalise totalement. Ça porte ou ça enferme, cette étiquette, ce regard-là ? Ça porte quand même, ceci dit. Ça, à un moment, je l'ai moins bien vécu, justement, dans le premier, je disais que ça m'exaspérait, les gens qui nous disaient « je vais prier pour vous », ou qui étaient pleins de sollicitude du fait que j'avais un enfant handicapé, et qui avaient un regard beaucoup moins tolérant quand j'étais plus jeune et que je traînais avec les punks, ou que je les voyais différents face à d'autres gens.
Mais ceci dit, c'est quand même plus agréable que de se faire jeter des pierres, effectivement, on ne va pas dire le contraire. Alors, il y a un peu de vous dans Jenna, il y a un peu de vous dans Sam, il y a pas mal de vous aussi dans ces quelques lignes qui précèdent votre roman. En préambule, vous écrivez « Je ne crois en aucun dieu, je ne suis pas vraiment syndicaliste, ni anarchiste, ni communiste, ni socialiste, ni centriste, et encore moins de droite. Je ne suis pas raciste, ni sexiste, ni fasciste. Je ne suis pas bobo bien pensante, je ne suis plus punk, ni branché. Je n'ai jamais été BCBG, je ne suis pas arabe, africaine ou asiatique. Je ne me sens pas plus française que nancéienne ou lyonnaise. Je ne suis pas la fille d'une célébrité ou la femme de qui que ce soit. La seule certitude que j'ai, c'est d'être la mère de mon fils. » شد ما قتلبني للحرية نسجى من تمغاري نزغني داغ الصحراء الصوت شد ما قتلبني للحرية نسجى من تمغاري نزغني داغ الصحراء Un peu de rock, quelques notes de blues sur le terreau de la musique traditionnelle. Ça donne cette sonorité si particulière à Tinariwen, le groupe malien qui a su mettre la musique touareg sur le devant de la scène et qui a su nous faire partir assez loin, nous, ce matin. Mais on revient, on est là, on est tous là en régie. Vous avez Sacha Trop à la technique, Romain Humbertech à la réalisation, à la programmation et la coordination de cette émission, Valentin Pérez et Johanna Hébert, assistés de Rose Bernard et d'Elisa Bondarenko. Dans quel monde on vit? Julia Foyce sur France Inter. Et nous sommes ce matin avec le romancière Cora Karazina, auteur de Handigang, l'histoire d'une bande d'ados sourds, aveugles ou en fauteuil qui décident un jour de renverser la table et de prendre d'assaut la place qu'on leur refuse. J'ai vu dès le début de cette émission briller les yeux de quelqu'un qui nous a rejoint dans ce studio 521. Nicolas Houguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un lecteur fou, passionné de littérature. Vous tenez un blog, l'Albatros, dans lequel Handigang a déjà trouvé sa place. À 38 ans, vous êtes par ailleurs en fauteuil roulant, et ce depuis votre naissance. Quel écho le livre de Karazina a rencontré en vous? L'écho, c'est surtout des choses que je ne disais pas et que je retrouvais écrites dans le bouquin de Karazina. C'est-à-dire tous les problèmes qui, moi, me paraissaient quotidiens, prosaïques, et auxquels je m'étais
foncièrement habitué. Et que je relativisais beaucoup pour pas subir le regard des autres. On se cache derrière l'humour, on se cache derrière des tas de manières de biaiser. Et là, d'un seul coup, c'était sur la page directement, de ma pensée à la page. C'est rare quand ça arrive. Est-ce que la colère qu'on sent parfois dans les pages de Karazina, est-ce que c'est une colère qui a pu être la vôtre, qui peut l'être aussi, parfois? Je sais que le handicap est l'un des rares sujets qui me mettent en colère, oui. Sur quoi précisément? Parce que je crois qu'on est maintenu dans une minorité perpétuelle. C'est-à-dire que le handicap tue systématiquement la spontanéité. On va être obligé de demander la permission pour tout. Vous allez vouloir quelque chose de très simple. On va faire des grandes réunions entre experts pour vous donner une réponse. Comme Est-ce que vous avez un exemple? Par exemple, avoir un nouveau fauteuil, enfin des choses comme ça qui prennent des mois, alors que ça devrait vous faciliter la vie tout de suite, quoi. Et tout ce que vous vivez, c'est comme ça. C'est-à-dire tout exige un degré d'organisation qu'on n'imagine pas. Karazina, en premier lieu, pour qui avez-vous écrit ce livre? Est-ce que c'est pour nous, les valides, pour nous réveiller, pour nous secouer? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre fils? Est-ce que c'est pour Nicolas? Pour qui? Je pense que c'est plus effectivement pour changer le regard des valides sur le handicap, parce que ça peut vraiment être nous, n'importe qui demain peut se retrouver en fauteuil, sourd, aveugle, et devoir s'adapter, et devoir découvrir un monde qu'il n'aura pas du tout anticipé. Est-ce que le regard sur le handicap, c'est la double peine? Est-ce que c'est ce qui finalement complique tout? Carrément, je pense. Je pense que les installations matérielles, c'est une chose, mais que face au manque de bonne volonté humaine, ça compte pas. Enfin, c'est beaucoup moins important. S'il y a un plan incliné, mais qu'effectivement, il y a un mec qui a mis un pot de fleurs au bout, et le regard, change beaucoup. Mais c'est quoi? C'est qu'on veut pas les voir? C'est quoi? Parce que le mec qui met le pot de fleurs au bout du plan incliné... Je pense que c'est de l'indifférence aux autres en général. Il y a quand même des gens qui meurent en mer, tout le monde s'en fout. Enfin, je pense que c'est exactement ça participe du même état d'esprit que le gars qui est né en France, donc qui s'en fout que les migrants meurent en Méditerranée, qui est valide, donc s'en fout que effectivement, les gens, comme vous disiez au début, qui se sentent autorisés à prendre l'ascenseur parce qu'ils portent une valise et qui du coup font attendre. Mais elle est lourde la valise, enfin. Voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est que l'être humain pense toujours que son petit problème est plus important que l'énorme problème de son voisin, quoi. Alors Nicolas Houguet a raison. Les mots, les vôtres, sont des prises de parole rares. Il est rare que des personnes vivant le handicap prennent la parole pour le raconter. Sur France 2, néanmoins, il y a eu une exception. Le programme court Vestiaire, où des nageurs handicapés racontent leur quotidien et leur entraînement, s'est installé au fil des saisons sur la chaîne. On en écoute un extrait. En fait, t'as les jambes mortes. Oh, tu me gonfles avec ça. Non, j'ai les muscles des membres inférieurs atrophiés. Atrophié, ok. Et toi, t'as quoi? Moi, rien. Tu serais pas là si tu avais rien. J'ai rien. C'est quoi ce bras de pingouin? Oui, bah, excuse-moi, mais c'est vachement moins grave quand même. Ça dépend. Tu coûtes combien pour ça? 80 € mensuel. Moi, je suis à 620 €. Ah ouais? Et quand même 310 balles la jambe morte. Atrophié. Monte ton bras, fais ça. Prends mon doigt. Ah, t'es tout de ma gueule. Non, mais ça, sérieusement. Ça, c'est un truc, ça vaut au moins 250 €. Ah bon? Ah bah oui. Et si en plus j'étais en fauteuil? En fauteuil, c'est 800. Avec ton bras, ça cumule. 1250 €. Hors taxe. Et si en plus j'étais borgne? Tu es malin, toi. Attends. Monsieur est borgne. Une agénésie du bras gauche. Gauche. Fauteuil. Plus. Ah ouais! Atrophie des membres inférieurs. Un total TTC de 2000 €. Oh la vache! Ah, c'est pas dégueu, ça vaut carrément le coup. Oui, c'est bien, mais il y a mieux. Moi, j'ai un pote qui est à 3000 €. 3000 balles. Assistance médicale, femme de ménage et tout le tout team. Oui, non, mais c'est un macabé le mec. Mais non, il est pas mort. Il cligne des yeux. Donc en fait, si je comprends bien, plus tu touches et moins tu peux dépenser en fait. La série a divisé, elle a choqué, elle a fait rire aussi. En tout cas, elle a fait parler. Vous, Nicolas Houguet, est-ce qu'elle peut vous faire du bien? Est-ce qu'un programme comme celui-là, je vous ai vu vous marrer pendant l'extrait. Ouais, ça fait beaucoup de bien parce qu'on a toujours tendance à dramatiser les choses aussi. Enfin, vous voyez dans le regard des autres, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, on voit ce qu'ils ne veulent pas voir, ce qu'ils craignent. Il y a des personnes invalides qui se sont dit extrêmement choquées par ce programme. Mais quoi, non, mais il y a des pistes froids partout. Oui. Karazina. Oui, c'est ça, il y a des cons partout, Oui. Ils sont représentés dans tous les milieux. C'est ça, enfin, si on peut pas rire de ça, on peut rire de rien, quoi. Enfin, on peut pleurer et se suicider tout de suite aussi, mais c'est une manière de désamorcer les choses aussi.
Quelles étaient les représentations que vous aviez du handicap quand vous étiez enfant, Nicolas? Est-ce qu'il y avait des figures auxquelles vous avez pu vous Aucune. accrocher? Rien. Aucune. Mais c'est ce que disait Cara tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation dans les acteurs, dans les journalistes, dans les politiques, il n'y a rien. Et la seule représentation qu'on ait, c'est le Téléthon. Alors bon. Alors quand on est enfant, qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit je vais arriver à faire quelque chose de ma vie si on n'a pas de modèle en face? C'est de s'en inventer un. C'est la grande liberté que ça crée aussi, c'est que quand on n'a pas de référence, on peut s'inventer. Et ça, c'est magnifique. Et c'est un truc qu'on dit jamais, c'est on peut être bien en étant comme ça. Mais en mettant sa passion en priorité, vraiment. Votre passion à vous, c'est la littérature. Oui. Le premier choc littéraire, c'était quoi? C'était Jack London. C'était Cro-Blanc que mon père m'avait acheté quand j'étais petit parce que j'avais entendu à la télé que c'était un bouquin qui faisait pleurer. Et vous aviez envie de pleurer? Voilà. Mais pourquoi? Je savais pas qu'on pouvait pleurer sur un bouquin. Et j'avais 7 ou 8 ans, j'avais eu un mal fou à le lire et à la fin j'avais pleuré. Ah, donc et ça marche. m'avait ouvert des portes, mais incroyables. Et à partir de là, vous n'avez plus cessé de lire? D'écrire surtout. D'écrire, ouais. C'est d'abord passé par l'écriture et ensuite par la lecture. C'est-à-dire que quand vous aimez un auteur, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un qui vous articule et qui met des mots sur vos silences et qui met des mots sur vos rêves et c'est merveilleux à chaque fois. Qu'est-ce qui a pu, vous, Karazina, vous ou votre fils Émile, vous permettre de mettre du merveilleux dans votre vie? À tous les deux. Bah lui, déjà, sa nature profonde, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc après, c'est difficile justement de savoir s'il serait aussi extraordinaire sans son handicap. S'il était né en bonne santé, peut-être que il relativiserait moins de trucs, qu'il serait pleurnichard ou... Là, c'est vrai que parfois, justement, ce qui me fait peur, c'est l'excès de... À force de se renforcer... des fois, j'ai peur qu'il devienne trop dur et trop insensible aussi aux petits malheurs des autres, qui tombent pas dans le même travers, justement, d'avoir l'impression que la dépression ou des trucs, il est parfois un petit peu plus insensible à ce qui est pas de la douleur réelle, quoi, ce qui est pas de la douleur physique. Mais bon, voilà, il est jeune et il viendra. Je pense qu'il a quand même une ouverture, de toute façon, aux autres, qui est assez exceptionnelle. Et puis... Après, voilà, les gens qu'on rencontre, parce que c'est par rapport à tout. Il y a des gens qui sont insensibles et il y a des gens qui se battent énormément. Ça, c'est un bon filtre à con aussi. C'est ce que je disais, même lui, pour rencontrer une copine, c'est sûr qu'il a pas la chance du grand skateur blond, agile et charismatique et sportif qui fait envie à toutes les filles. Mais en même temps, voilà, il attirera des filles qui seront pas avec lui que parce que il serait grand, blond et charismatique et sportif. Nicolas Auguet, vous nous avez dit en préparant cette émission qu'il y avait une forme de, je vous cite parce que je ne pourrais pas le dire mieux que vous, qu'il y avait une forme de violence dans l'injonction à être normal. Oui, parce qu'on vous force à être ce que vous n'êtes pas, et on vous force à correspondre à des normes qui ne sont pas les vôtres. Et enfin, vous savez, c'est le vieux serment de Marc Aurèle et la vieille pensée qu'on utilise aux réunions des alcooliques anonymes, c'est soit assez fort pour ne pas vouloir changer ce pourquoi tu ne peux pas avoir d'action, quoi. Et je pense que le handicap, on n'en guérit pas. C'est la grande escroquerie qu'on nous a vendue pendant des années, c'est-à-dire qu'on va vous faire marcher. Moi, pendant toute ma jeunesse, on m'a répété que j'allais marcher. Et ça vous biaise complètement votre perception de vous-même et votre pensée. Et finalement, c'est bien de se dire qu'on va rester comme ça et qu'il faut nous accepter comme ça. Et puis peut-être, plutôt que d'axer le discours sur ce que vous n'arrivez pas à faire, de l'axer sur ce que vous arrivez à faire et vous aider à développer ces capacités-là. C'est pour ça que je me consacre à mon blog et au livre. C'est le handicap n'a pas voix au chapitre, là. C'est moi, c'est ce que je peux écrire, c'est ce que je peux penser. Et c'est comme ça que je gagne ma petite reconnaissance en ce moment. C'est une identité qui va bien au-delà du fauteuil. Bien au-delà. Le handicap n'est pas une identité, justement. Dans votre livre, ceci dit, Karazina, ils sont dans cette bande d'ados, ils sont assez partagés sur cette question-là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y en a qui considèrent que c'est leur identité, il y en a d'autres qui disent justement non, on est au-delà de ça, on est plus que ça.
Oui, après c'est comme les féministes, c'est comme les gens qui sont les gens qui militent pour une identité culturelle forte ou ethnique, ou il y a des combats différents au sein de la même lutte. Après, je pense qu'ils revendiquent quand même tous effectivement le droit à la différence, mais il y en a qui réclament en plus un peu de droit à l'indifférence. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans ton bouquin, c'est l'attrait de la radicalité contre lequel Sam se bat justement, contre le héros qui dit il faut surtout pas s'abandonner à la violence et à toute cette colère rentrée qu'on a au fond du ventre, quoi. Mais là où effectivement ça rejoint d'autres combats, c'est que c'est du Martin Luther King, Malcolm X, quoi. Exactement. C'est-à-dire Voilà. on passe par les armes ou pas. Voilà, il y en a un qui est plus posé, il y en a un qui est plus mesuré. Après, c'est là où je disais que j'avais mis un peu de moi dans tous les personnages. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'action directe, mais on sait effectivement que ça change pas vraiment les choses non plus. Ça n'a pas bouleversé l'histoire finalement de brûler des voitures. Alors il y a un passage très fort dans votre livre quand vous parlez des mères qui, comme Jenna, ont eu un enfant handicapé, dont on suppose qu'elles l'ont gardé alors qu'elles le savaient. Que ce soit vrai ou pas, vous dites qu'on les regarde comme des, je vous cite, inconscientes, étourdies, kamikazes, décérébrées. C'est un regard que vous avez pu sentir ? Non, pas moi, parce que, encore une fois, mon fils n'a pas un handicap très lourd. Mais par rapport à des réunions, des colloques auxquels j'ai pu assister, je vois bien qu'effectivement, on travaille plus les diagnostics prénataux. On essaye plus d'empêcher quand même les gamins différents d'arriver que de bien s'en occuper une fois qu'ils sont là. Je veux pas avoir l'impression de cracher dans la soupe, parce que par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres époques, il y a quand même un progrès, mais il y a encore du chemin pour accepter effectivement la différence et celle qui l'envisage avec le sourire, quoi. Alors commencez par changer le regard sur le handicap, c'est ce que vous voulez faire l'un ou l'autre, l'un et l'autre, c'est ce que vous demandez. C'était le sens de ce texte aussi que vous avez choisi de partager avec nous ce matin, Karazina, écrit par Amanda Bax, américaine, autiste Asperger. Il est lu par Corinne Audouin. Écoutez. Être une non-personne signifie que les gens parlent en face de vous comme si vous n'étiez pas là. Ça signifie écouter les commérages du personnel qui disent des choses qu'ils n'oseraient pas dire en face de vraies personnes. Ça signifie entendre, à votre sujet, leurs points de vue les plus brutaux, prononcés à voix haute devant vous, sans que la personne en face d'eux ne soit reconnue comme telle. Ça signifie entendre des informations confidentielles au sujet d'autres non-personnes. Être une non-personne signifie que votre vie n'est pas une vraie vie. Ça signifie être moins bien traité que la plupart des gens traitent leur gerbille de compagnie et avec moins de culpabilité. Ça signifie que votre existence semble emplir les personnes de dégoût et de peur. Les gens vous voient et vous décrivent comme une coquille vide, un corps sans âme, une créature fantastique ou un légume. Ou bien ils idéalisent votre vie, vous désignant comme un petit ange sur terre. Quelle que soit leur manière de vous désigner, les gens refusent totalement de voir que vous existez. Être une non-personne signifie être traité comme un enfant, ce qui devrait vraiment faire réfléchir les gens sur la façon dont ils voient leurs enfants. Cela signifie que si vous faites quelque chose de vrai, important et significatif pour vous, les gens penseront que c'est mignon. Ils ont un rire spécial réservé pour ça. Ça signifie qu'on s'adresse à vous d'une voix généralement utilisée pour les enfants. Être une non-personne signifie que vous n'avez pas le droit de vouloir ce que n'importe qui d'autre dans votre situation voudrait. Amanda Bax, idole d'Emma, l'une des membres de votre handigang, Karazina. Ce livre, vous l'avez écrit pour qu'il ne soit plus des non-personnes. Mais la première des choses à faire serait quoi ? Je pense effectivement, de s'ouvrir un peu l'esprit, d'envisager le fait que ça peut être un enfant, un parent, nous-mêmes. Mais comment ? En augmentant la visibilité des personnes en situation de handicap, en faisant quoi ? Oui, je pense que de même que, par exemple, Jamel a fait peut-être beaucoup pour les gens d'origine maghrébine, plus d'ailleurs que pour les gens en situation de handicap, alors qu'il aurait pu avoir les deux casquettes. Enfin, peut-être aussi quand même, pour la différence en général, je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un comme Jamel dans le paysage audiovisuel et il y en a peu, quoi. Que ce soit encore des valides qui jouent les invalides dans les films, ou que ce soit des histoires où effectivement à la fin, ouf, c'était un cauchemar, on se réveille, en fait ça va, j'ai mes jambes.
C'est ça, quoi. Il y a des gens qui font le tour du monde en étant aveugles. Justement, lors de la dernière présidentielle, un collectif de 16 personnalités vivant avec un handicap mené par Philippe Croison, ce collectif a interpellé les candidats pour demander des solutions concrètes en termes de logement, de ressources, d'accessibilité. Parmi eux, seuls 3 ont répondu. Nicolas Houguet, est-ce que ça vous surprend ? Non, pas du tout, parce que quand on voyait par exemple le débat à la dernière présidentielle, le handicap était la portion congrue. Enfin vraiment, c'est le truc dont on allait parler si on a le temps. Un peu comme la culture d'ailleurs. Alors parmi les candidats, il y a Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Macron qui ont répondu présent. Emmanuel Macron a promis de construire une société plus accessible, plus fraternelle. Et donc la preuve, il a joué au tennis en fauteuil. Est-ce que ça, vous pensez que ça... Est-ce que ça vous rend optimiste, ça ? Alors, je ne parle pas de l'image en fauteuil, mais pour le coup, d'avoir quelqu'un qui a reçu ce collectif-là, qui s'est engagé à... Encore une fois, je ne veux pas cracher dans la soupe, je ne veux pas avoir l'air pessimiste, mais c'est vrai que par contre, ils suppriment des postes d'AVS à la rentrée. Donc, AVS, auxiliaire de vie scolaire. C'est les auxiliaires de vie scolaire qui garantissent l'intégration des élèves en situation de handicap. Il y a des gamins qui en ont plus ou moins besoin, mais il y a des gamins qui peuvent pas être scolarisés sans aide. Il était question d'en embaucher beaucoup avant les vacances je crois que c'était encore la suite du projet de Hollande. Et là, a priori, il y a plein de postes qui vont être supprimés à la rentrée. C'est l'histoire de couper les contrats aidés. C'est ça. Donc ça concerne ça directement. Alors évidemment, c'est à vous, visiblement, de vous retrousser les manches, d'aller au front pour que le regard change. Merci donc pour ces bonnes ondes. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Sens si romantique m'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? En sensuel, toi qui me donnes des ailes. Je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. Mais comment t'atteindre? Sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Comment t'atteindre? Sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Et c'est l'onde sensuelle de M qui nous mène droit vers l'été. Alors hop, on y va! Dans quel monde on vit? L'été sur France Inter. On est gourmand ici, gourmand de vos histoires en général, de ce monde dans lequel vous vivez, de vos étés en particulier. Tous les jours, on a eu le plaisir de remonter du studio vers le bureau, de voir que sur le répondeur, de nouveaux messages avaient été laissés, à tel point que malheureusement, on ne pourra pas tous les passer. Mais merci Internet, notre page web est là pour ça. Et sur franceinter.fr, ce matin, par exemple, vous entendrez Clarisse, partie avec une planche de surf, revenue avec un Italien. Et puis François qui s'offre Led Zeppelin en live en 79 en Angleterre. Mais ne partez pas tout de suite, parce qu'ici, d'abord, il y a Marie.
Marie, j'ai 45 ans. Je suis directeur administratif et financier. Mais adolescente, j'étais punk, j'étais rebelle. Et un de mes meilleurs et plus marquants souvenirs d'été, c'était celui de l'été de 1990, donc quelques mois après la chute du mur de Berlin. Et c'était aussi l'année de mes 18 ans. Et étant polonaise d'origine, je n'ai pas passé mon anniversaire comme c'était prévu avec mes parents, qui avaient tout organisé à l'hôtel Carlton de Cannes, avec une nuit dans une chambre avec vue sur mer, etc. Mais je suis partie en douce avec mes cousins qui étaient punk aussi en Pologne, dans la région des Mille Lacs, dans une clairière au bord de l'eau, près d'une ferme en réfection qui appartenait à mon parrain, donc complètement dans la nature, perdue. Et nous avons préparé ma soirée d'anniversaire avec que les moyens du bord, donc un feu de camp, on a pêché le poisson pour le dîner, nous sommes partis à la recherche d'un magasin d'État pour trouver de la vodka parce que c'était le seul alcool qu'on pouvait se payer. Et pour moi, comme c'était quand même mon 18e anniversaire, mes cousins ont une super idée, c'est de me préparer une vieille caravane qui était un peu délabrée, sur laquelle ils ont accroché un énorme carton qui a été tagué, où il y avait écrit « Hôtel Carton », en référence à l'anniversaire que j'ai passé avec mes parents à l'hôtel Carlton. Donc c'est un super souvenir et c'était une époque qui m'a marquée parce que c'était mes 18 ans et c'était la nouvelle énergie d'un nouveau pays qui s'ouvrait, plein de liberté totale et c'était inoubliable. Merci beaucoup, au revoir. Mais merci à vous, Marie. Le voyage en Pologne de Marie vous fait partir, vous, Nicolas Houguet, en fait, pas du tout en Pologne, pas du tout l'été, mais c'est comme vous voulez. Vous partez aux États-Unis, c'était avec vos parents ? Oui, c'était avec mes parents. C'était un soir à Monument de Vallée et on s'était engagé avec la voiture de location dans les chemins de terre. On s'était complètement paumé et on était proche de la fermeture du parc et l'orage menaçait. Et on s'est arrêté juste devant le panorama immortalisé par John Ford. Et ma mère a murmuré, c'est incroyable ce silence, on entend les esprits. Et j'ai retrouvé vraiment ça, ce souvenir-là, dans un livre que je viens de lire qui s'appelle Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull de Claire Barré. Ah, ouais. Et c'est vraiment l'un de ces moments où on est visité par quelque chose de plus beau et de supérieur et où l'imagination s'invite dans le réel vraiment et où on incarne un peu l'extraordinaire et c'est superbe. Voilà, l'une de ces formidables joies qu'offre la littérature. En écoutant le souvenir de Marie de cet été un peu punk en Pologne, je me suis demandé, Katarzyna, si votre fils se tire en douce avec ses potes et sèche l'anniversaire que vous lui avez organisé pour un road trip en Pologne, vous faites quoi ? Vous auriez pu le faire. Oui, et puis je serais contente pour lui parce que effectivement, il va falloir qu'il vole de ses propres ailes et qu'il fasse des voyages qui s'occupent de lui et qui profitent comme les jeunes de son âge, quoi. Après, c'est vrai que il y a encore des choses où il va falloir c'est compliqué parce que à la fois il est pas kamikaze et à la fois des fois justement parce que je suis derrière à arranger les choses, il se rend pas toujours compte de ce qui est pas facile. Alors en l'occurrence vos étés, l'été que vous nous ramenez ici, c'est les étés passés avec votre fils et l'objet qui les raconte, c'est quoi ? Racontez-nous. Voilà, c'est pas très positif mais c'est un pansement vous les avez là que en général je galère à trouver parce que c'est des pansements spéciaux parce qu'il a pas de sensibilité aux pieds et que depuis qu'il est grand, je suis plus derrière lui à le pouiller après le bain pour vérifier que tout va bien. Et chaque fois qu'on a fait un voyage, quasiment la veille du départ, il m'a dit quand même faudrait que je te montre, j'ai un petit truc. Et en général, il a une blessure, genre on voit l'os, quoi. Et on prend l'avion le lendemain et donc la galère. Voilà. Donc après, faut trouver les pansements adaptés, les traitements adaptés là où on est. On a quand même toujours voyagé partout et malgré tout. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu rock'n'roll, quoi. C'est ça, c'est pas punk, mais c'est rock'n'roll. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, vous avez donné tous les deux des couleurs au mois d'août de ceux qui nous écoutent. Je redonne le titre de votre livre, Katarzyna, Andy Gang, c'est chez Libertalia. Un grand merci. Merci d'être venu nous voir. Merci également à vous, Nicolas Houguet. L'adresse de votre blog, l'Albatros, c'est www.nicolathouguet.com. On le mettra évidemment en lien sur franceinter.fr à la page de Dans quel monde on vit. C'est fini. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain et demain, on retourne à l'école. Si, mais c'est plutôt au dernier rang de la classe que ça va se passer.